Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, Monsieur le Président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça te fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Bonjour Pierre Martinet. Bonjour. Alors Pierre Martinet, on est heureux de vous recevoir. Alors je n'enlève pas ma montre pour l'interview. Bien, c'est très bien, c'est très bien. Au moins vous jouez franc jeu. Bien sûr. Pierre Martinet. Sincérité. Oui, mais il en faut aujourd'hui. Pierre Martinet, je rappelle que vous êtes ancien membre du service action de la DGSE. Tout le monde sait ce que c'est que la DGSE comme aujourd'hui, ancien sous-officier instructeur parachutiste, sergent-chef, et auteur de plusieurs ouvrages, dont Un agent sort de l'ombre chez J'ai lu, et le dernier, le plus récent, Pris en otage, un agent du service Action raconte. Alors vous parlez du think tank Hermès que vous venez de fonder. Je l'ai fondé en 2023 en fait. Ah, 2023, il y a 2 ans. Au moment des attentats du 7 octobre, j'ai réfléchi à comment je pourrais faire pour être complémentaire d'un parti politique, parce que ça va devenir une association qui est apolitique, qui est complémentaire, qui est là aussi pour essayer de pousser les politiques à prendre plus de décisions, à être un peu plus actifs et concrets dans les solutions à apporter justement pour éviter que notre pays sombre un peu plus et qui devienne à terme aussi une république islamique. Donc j'essaye avec mon parcours, avec mes réflexions, d'apporter des solutions. Je me suis entouré de personnes qui viennent de mon sérail, mais pas que. On va en parler de Hermès. On va en parler, il n'y a aucun problème, Pierre Martinet. Mais auparavant, moi je voudrais qu'on parle un peu de la France en général. Et surtout avant, de vous dire ce que vous a appris parce que c'est important de dire ce que c'est, qu'est-ce que vous avez appris dans le service action de la DGSE et en étant sous-officier instructeur parachutiste. Je veux dire par là que vous nous parlez de la DGSE, que vous nous parlez de ce service action, vous parlez de ce que vous avez fait, de ce que vous faisiez. Alors c'est très intéressant. Encore plus aujourd'hui, si vous m'accordez 30 secondes, je voudrais rendre hommage à mes camarades qui sont morts le 23 octobre 1983 dans l'attentat meurtrier du poste Drakkar à Beyrouth, où j'étais, il y a 42 ans. Donc vous étiez à Beyrouth à ce moment-là? J'étais à Beyrouth, on n'était pas très loin. À 6 heures du matin, j'allais me coucher après une nuit blanche de patrouille et de permanence radio. Et il y a eu 2 détonations. La première, aux alentours de 6h20, puisque j'étais réveillé, donc j'avais la montre à mon poignet. Et aux alentours de 6h20, une grosse détonation. C'était à proximité de l'aéroport de Beyrouth, sur les Américains. Oui. 3 minutes après, il y a eu une deuxième explosion tout aussi forte. Et là, c'était le poste français. Donc nos postes radio ont crépité. On nous a donné l'ordre de partir sur le poste Drakkar, et on y était avec ma section à peu près à, on va dire, 30-40 minutes après, donc aux alentours de 7 heures du matin. Et on a vu, il y avait encore la fumée, on nous tirait dessus, il y avait des tireurs d'élite qui tiraient sur les premiers secours dont je faisais partie, et ça a été une vision d'horreur et d'apocalypse pendant plus d'une semaine. Je me souviens encore comme si c'était hier de cette ambiance meurtrière, de l'odeur et de mon premier mort que j'ai vu, donc qui m'accompagne depuis cette période. J'en parle dans mon premier livre, j'en parle dans tous mes livres, qui était écrasé sous 2 dalles de béton avec des fers à béton qui transperçaient son corps, et j'ai encore son visage dans mon mémoire. Qui étaient les responsables de cet attentat? Alors, vous savez, depuis cette période, il y a une polémique. Est-ce que c'était un bâtiment c'était un ancien PC du service secret syrien. On dit qu'il aurait été piégé. Alors, il y a la deuxième hypothèse, c'est le camion suicide. Donc,
je ne veux pas rentrer dans cette Non, je dans cette comprends. politique Mais parce que jusqu'ici, j'en sais rien en fait. non, en fait, oui, non, mais c'est très Alors, honnête de il y a- dire ça. Ma question, c'était, jusqu'ici, on ne sait toujours pas, parce que certains ont dit que c'était le Hezbollah, d'autres ont dit que c'était les Syriens, etc., Oui. etc. D'autres ont dit... à l'heure où on parle, Pierre Martinet, on ne sait toujours pas, de façon certaine, qui sont les responsables de cet attentat. On s'en réfère aux représailles qu'on a menées juste après, c'est-à-dire une tentative de faire exploser une annexe de l'ambassade d'Iran à Beyrouth Ouais. par mon ancien service, le service Action, qui n'a pas fonctionné. Donc l'Iran serait le commanditaire. Il y avait à cette période, la France était, comment dirais-je, partenaire de l'Irak et venait de livrer des super étendards à l'Irak. Hein. Ah ouais, Euh, ouais. Et donc, il y a eu, il y a eu Eurodif aussi, le fameux, comment dirais-je, la fameuse centrale nucléaire que la France avait promis à l'Iran et après l'arrivée de la République islamique avec l'ayatollah Khomeini, on aurait Tout à stoppé fait. ça. Donc, ça serait des représailles de l'Iran. Alors, oui, a priori, le Hezbollah, le djihad islamique de cette période-là, Oui. qui était les balbutiements du Hezbollah, hein, parce oui, que, bien sûr. oui, bien sûr. c'était le Hezbollah, aurait préparé et aurait exécuté cet attentat. Donc, et depuis ce temps-là, on n'a pas réellement certitude de ce qu'on dit. D'accord. Il y a deux versions qui s'opposent. D'accord. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais surtout rendre hommage à mes camarades qu'on a sortis à main nue pendant une dizaine de jours avec les 15 rescapés D'accord. qui sont encore vivants et qui sont traumatisés à vie. Combien de victimes 58 parachutistes. D'accord. Les jeunes parachutistes, ils faisaient partie de ce qu'on appelait à l'époque le 6e régiment d'infanterie parachutiste. C'est un regroupement d'appelés, des volontaires service long, qui composait cette unité entre le 6e RPIMA et le 1er D'accord. RCP. La majorité des victimes sont du 1er RCP. D'accord. Alors, justement, revenons à ce service action de la DGSE. La question que je vous posais, mais évidemment, et vous avez bien fait de rappeler le drame de 83. En fait, vous dites aujourd'hui, mais c'est très bien d'en parler aujourd'hui, parce que vous dites on est en plein dans cette problématique-là de cette expérience du service action. Le service action, j'y suis resté 5 ans. J'ai quitté l'armée il y a plus de 20 ans, donc je suis resté 20 ans dans l'armée, dont 5 au service action de la DGSE. Une grande partie de ma carrière, j'étais au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine à Carcassonne, un glorieux régiment, le régiment de Marcel Bijard. J'ai servi dans d'autres unités, comme le Centre national d'instruction parachutiste, où on faisait sauter des jeunes prémilitaires. Et ensuite, pour un militaire de l'armée de terre, avec un profil opérationnel comme le mien, j'étais instructeur dans beaucoup de domaines, le service action, c'est le Graal. Le service action, c'est le bâton de maréchal. Et il y a beaucoup de personnes qui sont candidats et il y a peu d'élus pour y arriver. Ouais. Le service action, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la branche armée clandestine des services secrets français, la DGSE. Tous les services secrets ont une branche action. Et donc, on était dans l'antre de l'action clandestine et des coups, on va dire, non conventionnels, non autorisés et non connus de la DGSE. Je donne un exemple. Je donne un exemple qui va vous parler. À la fin des années 90, le service action a formé une partie des services palestiniens, dont son camp au nord d'Orléans, où j'étais. Donc, vous voyez, le service action est à la fois il forme aussi des services, c'est ça. Il forme aussi des services, même si les services, après, peuvent peut-être se retourner contre nous. Ce qu'on a fait en Libye récemment, par exemple, le service action a accompagné les rebelles libyens, les islamistes libyens. On leur a livré de l'armement avec des opérations aériennes clandestines, armement qu'on a pu retrouver face à nous avec des groupes armés islamistes au Sahel, par exemple. Le service action est aux ordres des politiques. Même dans les coups les plus tordus, les plus, comment dirais-je, inavouables, le service action ne fait qu'exécuter les rôles des politiques. Ouais. Et le service action est intéressant pour deux choses. Il est intéressant parce qu'on est au cœur d'une géopolitique, on est au cœur de la zone
sombre de la géopolitique ou de la zone grise de la géopolitique. On n'apparaît nulle part. Mais au-delà de ça, on a une technicité qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et j'en parle dans mon premier livre, qui est sorti en 2005, qui est toujours en vente. C'est un vrai collector. Je parle de cette, de la partie psychologique de ce métier, où on travaille sous fausses identités, on monte des dossiers actions pour éliminer potentiellement des ennemis de la République. Mais toujours sous l'instruction des politiques. C'est-à-dire c'est le politique qui commande, quand même. Nous sommes des militaires, nous exécutons les ordres de nos chefs, ces ordres sont donnés par les politiques. Et c'est pour ça que plusieurs années après, moi je suis à cette période, vous savez, on se pose pas la question de savoir si c'est juste ou pas juste, si c'est vrai ou pas vrai. On va sur le terrain, on a une cible, on a une photo, une adresse, on monte des dossiers sur des gens qui sont, on les voit bien, qui sont les ennemis de notre démocratie. La plupart du temps, ce sont des islamistes. Ce sont des gens qui appartiennent au réseau. À cette période, c'était les GIA. C'est la grande période. Oui, le groupe islamique armé. Oui, absolument. Le groupe islamique armé qui menaçait de commettre des attentats sur le stade de France pendant la Coupe du Monde en 1998. Donc, c'est qu'après après mon départ, après de nombreuses années dans le civil, où j'ai travaillé sur le sujet, la partie plus comment dirais-je, idéologique de la chose, et j'ai vu ce qu'on avait fait de bien, ce qu'on a fait qui était moins bien, ce qu'on a fait qui était pas bien du tout. Pas bien du tout, et surtout les conséquences qu'il y a après. Moi, ce que je reproche aujourd'hui à nos politiques, c'est de ne pas mesurer les conséquences de leurs actes, de leurs décisions et de nos actions. Ils mêlent les militaires à leurs actions. Je prends souvent, plus récemment, ce qui s'est passé en Libye. En Libye, j'y étais en Libye, donc c'est l'objet de mon dernier livre. J'étais sur place, à Benghazi. Attendez, en 2011, au moment du renversement de Kadhafi? Exactement, j'ai fait avril-mai 2011 en Libye, avant notre enlèvement par une katiba d'islamistes, un groupe d'islamistes. Et effectivement, Benghazi était menacé. Il y avait des chars, une colonne de chars qui a été stoppée par les avions de l'OTAN aux portes de Benghazi. C'était, comment dirais-je, une action humanitaire. Stopper ces chars, montrer qu'on n'aurait pas laissé Kadhafi détruire Benghazi et tuer de nombreuses personnes. En revanche, ce qui s'est passé après, c'était, comment dirais-je, une catastrophe annoncée. Une catastrophe annoncée parce que la Libye, après, a servi de couloir d'immigration massive pour l'Europe, sans contrôle, avec des terroristes, avec des islamistes, et ensuite, ça a déstabilisé tout le Sahel. On a retrouvé les groupes que nous formions, que nous armions face à nous au Mali. Et donc, moi, j'en veux aux politiques d'être de court-termistes, de voir à 5 ans et de ne pas voir à 30, 40 ou 60 ans. Non, mais c'est très important. Attendez, Pierre Martinet, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites, effectivement, il fallait défendre Benghazi. Il y avait un côté humanitaire. Mais là, vous dites que le renversement de Kadhafi comme ça était une catastrophe. Je veux dire, on a agi contre nos propres intérêts, quelque part. On a agi contre nos propres intérêts. Je vais vous dire pourquoi. À cette période, nous avions fait une note d'ambiance pour l'Élysée qu'on avait envoyée avec 3 possibilités. La première, c'est que Kadhafi restait en place. Il gagnait la guerre il stoppait la rébellion. Oui. La deuxième, il se retirait de façon, comment dirais-je, tête haute et honorable, et il laissait la place à une autre configuration, une autre configuration du pouvoir, qui était, je rappelle, la Libye, c'est une association de nombreuses tribus, et très difficile à gérer. Et la troisième, c'était il était tué. Et en fait, cette note, je la retrouve après dans un documentaire par un ancien diplomate qui avoue effectivement qu'on n'a pas choisi la bonne solution parce que la dernière solution, c'était la pire. On choisit toujours la pire. Et c'est celle qui a eu lieu. Oui. Et ça donne aujourd'hui l'invasion, comment dirais-je, migratoire qu'on a, la submersion migratoire qu'on a depuis des années. Vous pensez, attendez, Pierre Martinet, vous pensez qu'honnêtement, Kadhafi serait resté, ou quelqu'un qui aurait eu cette invasion migratoire aurait pu être peut-être pas totalement stoppée, mais limitée? Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle aurait été limitée? Elle aurait été absolument limitée parce qu'on n'aurait pas déstabilisé toute la région. En fait, on ne pense pas à l'effet domino. L'effet domino, c'est très important. Faire tomber Kadhafi, en fin de domino, la France n'est plus présente au Mali, au Niger, au Tchad,
vous savez, c'est un effet domino et c'est ce qu'on a récolté après avoir déstabilisé la Libye, qui a déstabilisé toute cette zone. Toute cette région. Kadhafi était un terroriste. Kadhafi était un État terroriste depuis de nombreuses années. Kadhafi a du sang français sur les mains. 54 victimes du décès 10. Effectivement, on aurait pu l'arrêter aussi et le juger. Effectivement, on aurait pu par des moyens clandestins, comme on sait le faire, l'éliminer, mais ça, les Américains ont essayé de la même façon, oui. Voilà, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas enlevé une personne, on a détruit un pays, on a déstabilisé un pays. Je vous rappelle aussi que derrière, à la prise de Tripoli, derrière les groupes armés le nom, je vais peut-être l'écorcher. Belhadj, un terroriste d'Al-Qaïda qui était, comment dirais-je, à la tête de cette rébellion qui a pris Tripoli, financé et accompagné et armé par le Qatar. Donc en fait, on a aussi le Qatar et tous ces pays qui ont contribué à l'islamisation d'une grande partie de l'Afrique. Alors Pierre Martinet, justement, on va rentrer. Vous disiez ce que je reproche beaucoup à nos politiques, quels qu'ils soient, en tout cas certains, d'avoir aucun sens, effectivement, du court terme et du moyen terme. On va parler de la France. Aujourd'hui, il y a... je voudrais savoir votre... Aujourd'hui, il y a, pour des raisons qui... Aujourd'hui, il y a un ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, qui est en prison à la santé. Pour des motifs qui sont d'ailleurs liés à l'histoire de la Libye. On va pas s'éterniser là-dessus du tout, mais quand même... à votre avis, c'est quoi? C'est un manque de, je veux dire en général, c'est un manque de vision. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ces politiques ne pensent pas à après-demain, ils ne pensent qu'à aujourd'hui et encore? Ils ne pensent qu'à leur élection, à leur électorale, les électeurs, pardon. Ils pensent qu'à leur réélection aux électeurs. Les décisions qui sont prises sont bien souvent pas suivies des faits en adéquation avec ce qu'on devrait avoir pour notre pays. Ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui avec un sujet sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, qui est en lien avec l'association avec Hermès, c'est qu'on a une islamisation de la France qui est aussi et en partie due à l'inaction et au déni et à la lâcheté de nos politiques. C'est-à-dire, on a, premièrement, pour des raisons électoralistes, on a laissé faire une partie de l'islam fondamentaliste progresser dans nos banlieues, dans nos villes, dans nos campagnes. Le prosélytisme des salafistes, des frères musulmans et du courant miligo-russe, du courant musulman turc. C'est très important, le courant turc. On n'en parle pas souvent, mais le courant turc est très prosélyte et très, comment dirais-je, efficace dans l'islamisation de la diaspora russe en France, de la diaspora turque en France. Oui. Et elle est très nombreuse. Je crois qu'il y a plus d'1 million de Turcs en France de façon légale. Et vous dites on laisse faire, on a laissé faire, on laisse faire. Oui, parce qu'on laisse faire pour 2 choses. La première, je vous le disais, c'est l'électoralisme. Électoralisme. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a une peur, la peur des conséquences des réactions des musulmans dans nos rues. C'est-à-dire que, vous savez, une des stratégies des frères musulmans, c'est victimer les musulmans. La victimisation est une arme comment dirais-je, pour attirer, pour recruter et pour monter les musulmans contre le reste de la société. J'ai vu ce que ça donnait, la guerre entre des musulmans et des chrétiens à Beyrouth. La haine qu'ils avaient. J'ai vu un musulman me montrer dans un bocal les oreilles qu'il avait découpées de ses victimes. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu ce que ça a donné. Et aujourd'hui, je m'aperçois que tous les ingrédients pour avoir le même résultat qu'à Beyrouth se mettent en place. Pour une libanisation de notre société se mettre en place. Pierre Martinet, et je vais vous répondre, à cause de cette peur. Parce que, André Berkoff, si demain, je prends des mesures fermes pour que l'islam retourne dans la sphère du privé, le but, c'est que l'islam a sa place en France. Bien sûr. J'allais vous dire, vous ne mettez pas tous les musulmans dans le même sac. Il ne s'agit pas de mettre tous les musulmans dans le même sac. Alors justement, si vous me permettez, je fais la différence entre l'islam et les musulmans en Occident. Moi, je dis que l'islam, en tant que tel, n'est pas compatible avec notre République, avec notre laïcité. En revanche,
en France, et j'en connais beaucoup, beaucoup et beaucoup, vous en avez dans les médias, je pense à Sonia Mabrouk, je pense souvent à Sabrina Medjeber et d'autres personnes que je côtoie au sein Et puis de des tas de gens aussi. pas connus dans les médias qui sont Et des aussi tas de comme gens ça. pas connus qui Énorme. ne veulent pas Ouais. vivre, qui ne veulent pas vivre dans une république islamique. Voilà, Ouais, ça ouais, c'est exactement. dit. Ça c'est dit. En revanche, dès qu'on s'éloigne de cette population-là, il y a des gens qui ne veulent pas vivre leur islam en dehors des préceptes du livre. Ouais. L'islam n'est pas une religion comme les autres. L'islam est un code juridique. L'islam est une société, D'accord. une façon d'être, une façon de vivre. Quand les frères musulmans ont vu le jour, c'était d'abord pour chasser les Britanniques en 1928 Tout d'Égypte à fait. et pour remettre l'islam au cœur de nos sociétés. Tout à Et fait. les frères musulmans, depuis 77 ans, n'ont de cesse que d'influencer les populations du Tout à Proche et fait. Moyen-Orient et d'Occident pour que les musulmans vivent selon les préceptes du livre Mais et non pas comme l'exigent les Tout à fait, Pierre Occidentaux. Martinet. Mais alors, dans ces cas-là, vous dites que c'est très avancé et qu'on voit très très bien ce qui se passe depuis 40 ans, effectivement. Certains parlent de grands remplacements, d'autres parlent, enfin, chacun a son idée Chacun son là-dessus. terme, ouais. Pardon, oui, chacun a son terme. Mais vous parlez justement avec Hermès, et on parlera en détail d'Hermès. Vous dites, il faut rendre aux Français la fierté d'être ce qu'ils sont. Vous dites qu'ils refassent nation. Est-ce qu'on peut encore, alors moi je vous pose la question brute de décoffrage, est-ce qu'on peut encore, et j'espère que vous répondez par le positif, mais comment refaire nation? Est-ce que c'est possible, à votre avis, Alors, aujourd'hui? Alors, la différence, avant de répondre concrètement à votre question, Oui. la différence qu'il y a entre l'islam et nous, c'est que eux, ils ont un projet. Ils ont un projet. L'islam est au cœur de la société. Oui, les islamistes, disons. Oui, absolument. Non, je parle d'islam. Hein. L'islam, c'est dans l'islam, l'islam doit être le remède à tous les maux de la société. Oui, enfin, c'est Et la dernière solution- religion, celle qui compte, etc., celle qui dit la Exactement. vérité. Pour ceux qui. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Encore une fois, je fais la différence entre l'islam, Et les musulmans. les fondamentaux, oui, l'islam, les musulmans, les fondamentalistes, la branche politique de Bien l'islam sûr, bien sûr. et le terrorisme, le triptyque du projet le triptyque du projet islamique, ça c'est de moi, c'est l'idéologie, le financement et l'action violente. D'accord. Pour répondre à votre question, nous avons devant nous une fenêtre de tir de 15 à 20 ans. Entre 10 et 20 15 ans. à 20 ans, oui, enfin 10-15 ans, oui. Pour essayer de ralentir ce phénomène et de mettre en face de ce projet un autre projet. Parce que nous n'avons pas de projet, nous n'avons que des besoins, alors que eux, ils ont un projet. Et pour ça, faire nation, c'est un bien grand mot. Hein, ça veut tout dire. Oui. C'est une C'est un formule mot où- valise, disons. C'est un mot fourre-tout, on peut mettre Ouais. tout et n'importe quoi. En revanche, moi j'estime qu'aujourd'hui, et là je fais un parallèle avec mon ancienne vie de militaire, nous avions un projet, nous avions une union qui est indéfectible, fraternelle. Mais c'est Chose quoi? que nous- Attendez, c'est quoi votre projet? Alors justement, quand vous dites nous avions un projet, à l'époque, c'était quoi le projet? La France, servir la France, aimer la France, aimer le drapeau, avoir quelques frissons quand on chante la Marseillaise, ne pas rejeter le drapeau comme on voit aujourd'hui dans les rues. Est-ce que vous voyez des drapeaux français dans les manifestations de l'extrême gauche dans les rues de Paris? On voit que des drapeaux palestiniens. Donc c'est un vaste projet, redonner envie aux Français d'être fiers de ce qu'ils sont, de notre passé. Je vis actuellement en Provence, dans la Drôme provençale, Oui. où ce que l'on est présent dans tous les villages, des croix, des églises. Et je pense aussi, souvent je m'arrête devant les monuments aux morts et je vois tous ces noms, tous ces gens qui sont morts pour qu'on soit aujourd'hui dans un pays libre. Je pense à eux et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce groupe de réflexion, ce groupe d'union pour leur rendre hommage et pour pas que leur combat reste sans réponse et vain. Donc l'union, qu'est-ce que c'est? L'union, c'est d'abord redonner aux Français la fierté d'être ce qu'ils sont. Je pense qu'aujourd'hui, les Français sont trop politico-dépendants. Ils attendent trop tout du Messie qui ne viendra jamais. Ils sont à chaque fois déçus.
Mais en même temps, Pierre Martinet, je dois dire, tous les sondages montrent que les Français sont non seulement soit dégoûtés de la politique, soit ne croient plus du tout à la parole des politiques. C'est devenu, mais vous n'avez pas un sondage qui dit pas que 70 et 80% des Français n'entendent plus rien du politique. On n'entend que ça. Parce qu'ils attendent trop du politique. Et non, vous savez, l'esprit anglo-saxon est un peu différent. Ils veulent du changement, ils commencent par changer eux-mêmes. Ouais. Ils n'attendent pas que le politique vienne déneiger devant leur porte. Donc il faut que les Français changent eux-mêmes, quelque part. Il faut tout repeindre du plafond au plancher. Il faut tout repeindre. Il faut repartir à zéro. Je pense qu'aujourd'hui, on est à bout de souffle, on est en fin de cycle. Nous sommes en fin de cycle. La classe politique actuelle, la classe politique dirigeante actuelle est issue des temps faciles et ils nous amènent vers des temps difficiles. Ils n'ont, selon moi, ils sont brillants, mais n'ont pas de substance, n'ont pas de charisme, n'ont pas de volonté, n'ont pas de courage. Le courage aujourd'hui, c'est de dire la France ne sera pas islamique dans 60 ans et de prendre des bonnes solutions aujourd'hui pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. On sera morts, André, nous, hein, on ne verra pas ça. Mais mais voilà, donc aujourd'hui, c'est ça qui manque en France. C'est pas... Il ne faut pas attendre le Messie, il ne faut pas attendre celui qui va changer votre vie. Changez votre vie et le reste changera. Changer votre vie, c'est effectivement aujourd'hui, le Français, il a besoin d'ouvrir son frigo et de manger. Je comprends. Bah oui, en revanche, manger, c'est basique, c'est primaire. En revanche, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse une France voilée ou on laisse une France qui est la France qu'on a connue. Je veux pas je suis pas nostalgique d'une France sans voiture ou avec des charrues, des bœufs dans les rues. Je veux une France qui soit fière d'arborer son drapeau français, par exemple. Il y a quelques années, au début, une anecdote très simple. Au début, j'étais dans une société où j'avais un poste à responsabilité. Quand j'ai quitté l'armée, j'étais directeur technique dans une société. Ouais. J'avais un pin souvent sur mon costume, un drapeau français. Ouais. Les gens étaient gênés de voir ce drapeau français. Je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années. Les gens étaient gênés. Souvent, ils venaient me voir. Vous sentiez leur gêne. C'est-à-dire, ils ne l'exprimaient pas, mais vous le sentiez. Ils étaient gênés. Je le faisais exprès. C'est une provocation de ma part. Ils étaient gênés et je me souviens, certains venaient me voir. Ils me disent... tu vas à une réunion du Front National ce soir? Je dis pourquoi? Avec ton drapeau français. Oui. On a assimilé le drapeau français uniquement au Front National. C'est quand même. Exactement. Donc c'est quand même, ça me faisait rire, bien évidemment, mais je trouvais ça tellement triste et pathétique. Donc c'est un gros chantier. Et moi, ce gros chantier, je pense que ça viendra de tous les Français, d'en bas jusqu'en haut. Je pense aujourd'hui que le système actuel, politique, social, éducatif, culturel, spirituel, est moribond. Il est fini. Il est terminé. Donc je voudrais juste que les gens qui se succèdent au poste à responsabilité en prennent conscience. Ils en prennent conscience et ils changent leur logiciel, ils changent leur vision. Alors, Pierre Martinet, on vous écoute. Est-ce qu'ils peuvent en prendre conscience? C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui... encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser, c'est facile. Non, bien sûr. La parole est facile. Mais quand même, quand on voit un peu ce qui se passe, on a l'impression... Je prends des exemples, on a parlé depuis le début de l'émission. Hein. Il s'est passé ce qui s'est passé au Louvre. C'est pas l'attentat, c'est pas le Drakkar. Bon. Mais personne n'est responsable. Mais non, mais tout va bien. Le système de sécurité a fonctionné. On vit dans une société sans sanction, pratiquement sans sanction. Et on se dit, mais... qu'est-ce qui va changer ça? Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes qui se disent non, on ne veut surtout pas aller en politique parce que c'est risqué, on attrape des coups et il vaut mieux gagner sa vie autrement? Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes vont dire, justement, vous parlez de projet, vont dire... Parce que moi, ce qui me frappe, si vous voulez, je voyage aussi beaucoup, comme vous, je suppose, mais quand on va aux États-Unis, vous savez, il y a des drapeaux américains pratiquement sur toutes les maisons, en Hongrie, en Argentine, on voit ce qui s'est passé au Salvador, on voit ce qui se passe avec Poutine en Russie, qui a remis, quel que soit ce qu'on peut penser de Poutine, l'église au milieu du village. Pourquoi ça ne se passe pas en France? Eh bien, vous avez tout résumé avec remettre l'église au milieu du village. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que par uniquement manque de courage. Il n'y a personne qui serait capable de dire je fais 7 ans à la tête de l'État. Déjà, pour moi, il faut mettre un septennat unique avec uniquement uniquement avec des solutions, pas avec des suppositions, des mesures fortes. Je pense qu'il faudra prendre des mesures très fortes. Les 10-15 ans à venir, si on ne prend pas des mesures très fortes dans tous les domaines,
économique, par exemple. Vous trouvez, quand on voit qu'aujourd'hui, on voit la différence entre le salaire brut et le salaire net Ouais. d'un salarié, je crois que c'est 45 ou 46% dans sa poche, alors qu'en 1960, c'était 60% dans sa poche. Ouais. On en est là aujourd'hui. On en est là, et en fait, depuis de nombreuses années, on a laissé aller, on n'a pas mis de frein. Aujourd'hui, le chantier, je ne dis pas que c'est simple, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est simple, mais il faudra qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de dire stop. Je prends souvent cet exemple-là. Si demain, nous avons à la tête de l'État, parce que ça doit venir de la tête de l'État, quelqu'un qui est capable de dire « je ne veux pas que la France soit islamique, je vais changer les choses sur l'islamisation, je vais stopper l'islamisation de notre société, quelles que soient les conséquences, j'assumerai les conséquences. S'il faut qu'il y ait des heurts, s'il faut qu'il y ait des affrontements interreligieux, eh bien on les assumera, on les stoppera, on indiguera cette islamisation. On indiguera le narco-djihad également, parce que moi je le mets sur le même plan. Eh bien, on va vivre des périodes difficiles pendant quelques années, mais après on retrouvera peut-être 50 ans ou 40 ans de stabilité et surtout notre identité. Ce que vous dites, en fait, c'est, voilà, ne craignons pas le rapport de force, faisons le rapport de force à un moment donné, et puis après, et effectivement, c'est un problème parce que c'est lié à tous les problèmes d'immigration. Et juste un mot, alors, parlons. Pour vous, on reste dans l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle est, on ne reste pas, vous êtes Frexit, pas Frexit, aujourd'hui, telle que la question est posée. Est-ce que la France peut ou doit, en tout cas peut-être en changeant ce qui a changé, bien sûr, tout le monde le sait. Quelle est votre position là-dessus? Alors, on est dans une Europe, mais chacun a son service de renseignement, chacun a son armée, chacun a sa police, chacun a ses services intérieurs. Donc finalement, on n'est pas les États-Unis d'Europe, comme les États-Unis d'Amérique, où il y a une CIA, une FBI, etc., etc. Donc on a la couleur, mais on a la couleur, juste la couleur, et on n'a pas comment dirais-je, le goût. Ouais. Je suis pas Frexit. En revanche, il y a beaucoup de choses à changer. Chaque nation doit retrouver sa souveraineté. Vous voulez une Europe des nations, en fait? Je veux une Europe des nations. Je veux que les frontières. Faut qu'on rétablisse les frontières. On est obligé de rétablir les frontières. Alors peut-être pas dans les mêmes conditions que l'on avait avant, parce que effectivement, moi le premier, comme vous le dites, je voyage beaucoup. Je vais en Suisse, en Europe, je pars aussi. Je vais partout en Europe. La fluidité est intéressante, mais la fluidité est aussi contraignante pour nos stabilités identitaires, nos stabilités sécuritaires et notre stabilité sociale. Mais au-delà de ça, quand on voit massivement, et là j'ai participé aussi avec Frontières en Mauritanie, l'arrivée massive quotidien d'un flux migratoire quotidien par la Mauritanie, par les îles Canaries qui rentrent en Europe, par Lampedusa qui rentre en Europe, par les Balkans qui rentrent en Europe sans frein. Ça continue aujourd'hui, plus que jamais, vous dites. Mais en fait, c'est continuel, en fait. Ouais. Ça ne s'arrête pas. Et là, l'Europe ne fait rien, puisque l'Europe finance. J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes, justement, de Frontex qui étaient en Mauritanie, et qui me disaient, mais non, c'est financé, puisque quand ils arrivent en Mauritanie, ils sont pris en charge, ils sont habillés, on les met dans des avions payés par Nous finançons complètement l'immigration, quoi, c'est ça. En fait, nous sommes en train de financer notre extinction. Nous finançons notre extinction. La France, l'Europe, creuse sa propre tombe. On est dans une situation suicidaire. On veut lisser les identités, on veut lisser les personnes. On trouve des gens à la tête des États sans saveur, sans substance, sans identité, et qui parlent plus de cette France profonde au sens noble du terme qu'on retrouve dans certaines régions, comme la Corse, dans certaines villes de Provence où je suis. Mais ça, on veut nous lisser, on veut nous enlever notre identité, notre comment dirais-je, notre substance, et ça arrange tout le monde parce qu'on est dans le moule en fait, et ça ne peut pas fonctionner. Sauf que vous voyez aujourd'hui, il y a quand même un retour. Je ne dis pas un retour massif, mais un retour de balancier, en tout cas dans certains pays, où effectivement, que ce soit, encore une fois, j'ai cité la Hongrie et d'autres, alors beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais... Un peu l'Allemagne. L'Allemagne, absolument. L'Allemagne, l'Autriche et autres. Un peu. Oui. Donc, est-ce qu'au fond, ces divisions droite-gauche,
Est-ce que pour vous c'est terminé? C'est vraiment d'un côté les patriotes, d'un autre côté les mondialistes, pour faire schématique, bien sûr, c'est simplifier la chose et peut-être... Oui, c'est simplifié parce que moi je pense qu'on peut avoir une dose de mondialisme, mais surtout une 25% de mondialisme, et 75% de patriotisme. Oui. Hermès... c'est l'inverse aujourd'hui, hein. Ouais, mais je dirais peut-être 2% de patriotisme. Ouais. Alors, ma pointe d'espoir, c'est de voir la jeunesse, une certaine jeunesse. Ouais. Il y a une certaine jeunesse, et là je parle d'une jeunesse moins de 20 ans, entre 20 et 25 ans, une certaine jeunesse qui a retrouvé le goût du patriotisme. J'étais assez pessimiste, et lorsque j'ai rencontré les équipes, je vais encore les citer, les équipes de frontières, des jeunes de frontières, Ouais. j'ai trouvé qu'ils avaient cette flamme encore qu'on voyait parmi les jeunes dans les régiments il y a 50 ou 100 ans, ils étaient fiers. Et là, je mets toute religion confondue, parce que dans un régiment, on a tous la même religion, c'est le drapeau. Et c'est ça qui est intéressant. Si on pouvait retranscrire cette philosophie militaire, philosophie militaire, l'appartenance, ça aussi c'est un sujet qui est très important. L'appartenance, on a besoin d'appartenir. L'identité. Eh bien, si on pouvait la retranscrire au quotidien, et c'est ce que j'essaye de faire dans toutes mes actions médiatiques ou associatives, retranscrire ce sentiment d'appartenance, cette fierté d'appartenance à un pays, quel que soit le passé. Là aussi, il y a un travail à faire de nos politiques. Quand j'entends le candidat Macron aller dire en Algérie que nous sommes des criminels parce qu'on a colonisé l'Afrique, ou l'Algérie, qu'on a commis un crime contre l'humanité, ou qu'on met en avant uniquement les victimes de la France en Algérie, etc., etc. On ne peut pas réécrire l'histoire avec les lunettes du présent en permanence. La France est un tout, avec le passé obscur, sombre, lumineux. Et ça, il faut en faire soi. Il faut en être fier. Je suis fier de mes parents qui ont combattu en Indochine, qui ont combattu en Algérie, qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Je suis issu d'une famille de guerriers et je suis fier de ça. Et donc, je suis fier de ça parce que la France est au-dessus de tout ça. Et tant qu'on n'aura pas compris que la France est le projet qu'on doit avoir, et c'est ça qui m'exaspère dans le monde politique. Le monde politique est trop fait de chicaneries, parce que Pierre Martinet, bien sûr, parce que vous voulez retrouver un projet commun, un sens commun par rapport aux aventures de l'individualisme dont on voit aujourd'hui un certain nombre de ravages, que ce soit du côté du woke ou du genre ou autre. Ce qui est important, c'est comme dans toutes les équipes, de pouvoir réunir des individualités avec des particularités pour construire une nation. Et là, aujourd'hui, c'est effectivement le côté individualiste prend le pas sur l'individualité et les caractéristiques les bonnes caractéristiques pour faire nation. Et aujourd'hui, on ne met pas ça en avant. Les gens ne prennent... Vous allez souvent aux États-Unis, moi aussi, j'y vais très souvent. Ouais. Et vous avez vu dans les petits villages, dès qu'il y a je me souviens, j'ai passé dans un village qui est connu, Prescott. Il y avait eu un drame, les pompiers, il y avait eu un incendie, il y avait eu une vingtaine de pompiers qui avaient été tués. Tout le village s'est mobilisé, tout le village a organisé des kermesses pour essayer d'aider des familles. Ils n'attendaient pas que l'État s'en charge. Ils n'attendaient pas que les assurances remboursent, même si elles le faisaient. Il y a cet élan de solidarité face à la on n'attend pas tout de l'État. Mais est-ce que c'est pas la mentalité d'assister, ça? On revient à ça, hein? Mais c'est un cercle vicieux d'être autodépendant. Les politiques sont là pour vous rendre dépendant de leurs actions. Et ensuite, l'individu, celui qui est malléable, pense que ça va être le cas, pense que le politique va changer sa vie, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et il est déçu. Et c'est un cercle vicieux. Le cercle vertueux serait d'abord de changer pour participer au changement. Changer soi-même pour changer le reste du pays. Du monde. Se dire chaque matin, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays et ne pas se servir de son pays. Servir son pays, c'est ce qu'on fait dans les forces de l'ordre, police, gendarmerie, etc. etc. On sert vraiment au sens noble du terme et au sens risqué du terme. Ça, c'est important. Et quand on parle militaire, ce qui est un paradoxe, évidemment, c'est un paradoxe, mais c'est intéressant de savoir que l'une des unités militaires la plus patriote, ça s'appelle la Légion étrangère. C'est intéressant, non? Exactement. Dans la Légion étrangère, nos frangins, nos frères d'armes,
Ils sont de toute nationalité, avec De toute religion, de toute de toute ethnie, nationalité, etc. de toute Ouais. ethnie, avec ce que ça peut comporter comme parfois comme tension, hein, Bien ça sûr, arrive, bien hein. sûr, bien sûr. Mais ils sont tous unis, ils Mm. sont tous unis sous leur képi blanc, ils sont tous unis devant le drapeau tricolore, et ils sont vraiment tous ceux que j'ai rencontrés dans ma carrière, je rencontre encore aujourd'hui ceux qui sont à la retraite, ou lors de mes salons les salons de livres que je fais dans la Mm. région ou en France, ils ont qu'un projet, la France. Ils se mettent, l'individu se met au service du collectif. Et tout le Et problème de savoir si la France ne va pas se dérober, parce qu'actuellement, on se posait la question. Mais alors justement, je voudrais un peu terminer là-dessus, justement, sur Hermès et votre projet. Et une chose qui me frappe, je reçois, comme vous le savez, beaucoup de monde, j'écris aussi sur beaucoup de monde, Pierre Martinet. Et ce qui me frappe, c'est que dans la mouvance, je parlais de la mouvance, et je ne sais pas si elle est de droite ou de gauche, peu importe, la mouvance patriote, la mouvance souverainiste, la mouvance identitaire, il y a quand même, aujourd'hui, hein, je parle d'aujourd'hui, une extraordinaire propension à tout à l'ego. Chacun est dans son précaré, chacun s'occupe, moi je veux bien parler de là, je ne veux citerai pas de nom, mais vous les connaissez au moins aussi bien que moi. Oui, mais moi, c'est moi, il faut se rallier à mon panache blanc, sinon les autres, c'est pas ça. Et comment voulez-vous avancer? Et justement, je voudrais que vous expliquiez si Hermès va devenir un parti politique ou pas, mais comment voulez-vous avancer avec cette espèce de petite, je dirais, de petite communautés ou de petits fonds de commerce, pardon l'expression, mais quelque part c'est un peu là, qui font aux élections, c'est-à-dire pas grand-chose, et au lieu de s'unir, on parlait du sens commun, eh bien ils sont chacun en train de se tirer dans les pattes. C'est quand même assez décevant, sinon décourageant. Alors, je vais vous reprendre clairement la question. Non, Hermès n'est pas politique, ne sera pas politique, ne sera jamais politique, ne sera pas un parti politique. Au D'accord. contraire, il est là pour essayer de booster le politique. Et c'est en complémentaire, booster, remettre le politique au sens noble du terme, de la vie de la cité, pas de sa vie personnelle. Et je suis absolument d'accord avec vous. C'est désolant, c'est pathétique, mais je pense qu'il y a de nombreux Français qui en ont marre de voir aussi. Alors, je vais pas faire comme les politiques. Non, Les non. Français me disent, parce que ça aussi, quand j'entends les politiques, mais les Français me Oui, disent. les Français me disent, ouais. Ouais, donc ça, c'est exaspérant. Non, moi, je vois autour de moi, les gens veulent une union, une vraie union, union patriotique, l'union patriotique française. C'est assez simple comme projet. Tant qu'on n'aura pas des personnes qui sont capables de poser leur ego, poser leur lourd ego de côté et se mettre au service du pays, quelles que soient les conséquences pour leurs élections, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que vous avez vu? C'est un éternel recommencement depuis 1970, depuis 1946, depuis que j'étais pas né, mais depuis que De Gaulle est parti, c'est un éternel recommencement. C'est un jour sans fin. Et Ouais. depuis Emmanuel Macron, c'est un jour sans fin, vraiment chaque jour. Parce que quand on voit qu'il y a 8 premiers ministres en moins de 8 ans, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, 3 on premiers marche ministres en quelques mois, enfin, ou on marche presque sur un la an et tête. demi, oui. Comment 2 voulez-vous ans. que ça fonctionne, la stabilité, le projet? Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Ce matin, j'ai regardé quelqu'un qui est aujourd'hui à la tête du ministère de l'Intérieur, incapable de dire les choses. Incapable de dire incapable de dire qu'il y a 700, 800, 900 000. On va en parler demain de ça, oui. Non, mais Oui. moi, ça m'exaspère de voir ça. C'est exaspérant. Et effectivement, il nous faut des gens qui soient capables, un, d'être authentiques, deux, d'être sincères et d'avoir le courage de dire les choses et surtout de les faire. Et Parce que 3, les de ne dire, pas penser qu'à leur réélection. Ça aussi. c'est pour ça que le système électoral aujourd'hui est moribond. Ouais. Parce qu'il y a trop d'enjeux électoraux derrière. Et vous le remplaceriez par quoi, juste à bout? Le système électoral. One shot, 7 ans, pas plus. 7 ans. Et des mesures. Et élection à un tour, et pas à 2 tours. Exactement. Ouais. Exactement. C'est un système qui est sclérosé. Vous êtes d'accord? C'est sclérosé. Je ne parle pas de gauche, je ne parle pas de droite. Je parle de la France. On est dans un système sclérosé. Social, c'est sclérosé. Médical, on a un système médical formidable. Vous savez, quand j'ai vécu à Londres pendant 5 ans, allez essayer de prendre un rendez-vous au NHS pour une bronchite. Vous pouvez attendre que la bronchite parte toute seule. On est obligé d'aller en privé, payer, Et payer fort, ouais. payer fort, moins fort qu'aux États-Unis, avoir une assurance privée, et ça fonctionne. Aux États-Unis, j'ai plein d'amis qui ont des sociétés là-bas.
ils me disent, mais Pierre, si on ne travaille pas, on meurt, personne ne nous aide. Personne nous aide. Je ne dis pas que c'est mieux. Non, je dis mais que enfin, je dis que ça change l'individu. D'un côté, nous avons les États-Unis et aux antipodes, nous avons la France. On peut trouver un juste milieu. Il faut changer les esprits. Changer les esprits, ça passe par quoi? Ça passe par remettre l'individu au centre de l'équation. L'individu au centre de l'équation et pas l'individualisme au centre de l'équation. Vous savez, je fais un parallèle avec l'armée, parce que l'armée, il y a une chose qui nous réunit, il y a une chose qui nous unit, c'est la mort qui rôde autour de nous quand on est en opération. ouais. Sans parler de cet extrême, votre vie est un métier à risque, quoi, permanent. Ouais. mais sans forcément mettre l'armée en avant. Non. Dans certains sports, par exemple, on retrouve cet état d'esprit, on retrouve cette solidarité, ce goût de l'effort. Le goût de l'effort, c'est quelque chose qui n'existe plus. Tout est électrique, de la trottinette au vélo à la voiture. On ne marche plus. Le goût de l'effort est important pour retrouver nos valeurs, pour savoir ce que l'on est. Et ça aussi, on le retrouve dans le sport, Et c'est certains. Et c'est ce qui manque au quotidien. Et c'est alors avec Hermès, pour terminer là-dessus, Pierre Martinet, c'est un think tank. En fait, c'est quoi? C'est une plateforme de réflexion. Vous voulez que tout le monde, tous ceux qui sont d'accord évidemment à ce que vous avez avancé là, tout au long de cet entretien, c'est quoi? C'est de faire rencontrer les gens, de susciter des vocations, de susciter des volontés. C'est quoi votre projet là-dessus? C'est de faire venir des gens qui sont en phase avec. Alors, mon but à moi, dans tout ce que je fais, c'est pas d'essayer de. Vous savez, il y a deux camps aujourd'hui en France. Il y a deux camps qui sont face à face. Et je pense qu'on s'affrontera à terme. On a une vraie photographie. Je fais une parenthèse. On a une vraie photographie depuis le 7 octobre. Vous avez vu entre les pro-palestiniens, les pro-Hamas et ceux qui sont pro-Israël ou anti-terrorisme. Vous avez vu comment les gens sont face à face aujourd'hui, hein, pour reprendre. Radicalisé, oui. Très radicalisé, prêt Ouais. à en découdre. Moi, je pense qu'il manque une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres. Mmh. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça à ce moment-là. Pourquoi j'ai fait Hermès à ce moment-là? C'est parce que justement, je trouve que cette France est éclatée. Et je ne suis pas un parti politique, pas celui-ci d'ailleurs. Et c'est pour réunir des gens qui n'ont pas peur qui ont envie de s'exprimer sans appartenir à un parti politique et envie d'appartenir à un mouvement dont le but est de redonner la fierté à ce que l'on est, la France. Et c'est un projet, comment dirais-je, un projet commun, un projet, comment dirais-je, un projet sain pour tout le monde, quelle que soit la religion, quelles que soient les idées politiques, parce que je pense qu'à gauche, il y a beaucoup de patriotes aussi, Oui, et bien qui ont sûr. peur Bien qui ont sûr. peur de le dire. Donc Bien venez, sûr qu'il y en a. venez, rejoignez-nous. Il y aura des colloques, il y aura des conférences, il y aura des réunions, des livres, et on essaiera d'apporter un souffle, aider certains partis politiques qui ont besoin d'adhérents, qui ont besoin d'adhérer à un projet commun qui est la France. Merci Pierre Martinet. C'est moi qui vous remercie, André. Monsieur Martinet, on a quelques questions de nos internautes et de toxiconautes, quelques questions pour vous, notamment sur votre période à la DGSE, et notamment quelles sont les règles à respecter pour un ancien de la DGSE sur ce qu'il peut dire et ne peut pas dire? Alors les règles, elles sont simples, on n'a rien le droit de dire. Ah bah. J'ai enfreint les règles en 2005 en écrivant mon premier livre, en faisant mon premier livre. Donc, j'assume ce que j'ai fait. J'ai été arrêté, j'ai été mis en examen et j'ai été condamné à 10 000 euros d'amende. Voilà. D'accord, ça c'est très clair. Et après, il y avait aussi d'autres questions toujours sur... Mais mon livre était conseillé, pour la petite anecdote, Ouais. quand les candidats au service action de la DGSE passaient à Paris, à la fin des entretiens, on leur disait, les recruteurs leur disaient, si vous voulez en savoir plus, achetez le livre de Pierre Martinet. Il est toujours en vente. Il est toujours c'est exactement. Mais écoutez, je vous le conseille, moi je l'ai lu. C'est un best-seller d'ailleurs. Ouais, c'est un best-seller. Ouais. Après, il y avait une autre question, c'était sur le terrain. Quand un agent de la DGSE est sur le terrain, est-ce qu'on lui explique les pourquoi de son objectif ou il a juste à exécuter sans avoir une vision plus d'ensemble? Alors, moi, j'ai travaillé essentiellement sur les groupes islamistes à l'époque. C'était les GIA, comme je le disais tout à l'heure, sur des cibles humaines. Hein. Donc, on faisait du renseignement à fin d'action pour monter des dossiers à action pour éliminer potentiellement un terroriste. Alors, on avait la particularité des services de renseignement, notamment le service action, c'est que tout est cloisonné. Ce que font les gens avant nous, ce qu'en font les gens après nous, on ne le sait pas, pour des raisons bien évidemment de sécurité.
on a une information générale de la situation. À cette période-là, c'était les GIA. Donc, de temps en temps, le bureau qui nous employait, le bureau d'action spéciale, nous faisait un point de situation des menaces en Europe, en Algérie, et ça n'allait pas plus loin. On ne rentrait pas dans la partie idéologique, les tenants, les aboutissants. On devait se concentrer sur une mission bien particulière. C'est pas comment dirais-je, exécuter bêtement des ordres, c'est se concentrer sur une mission particulière parce qu'on avait des objectifs. Oui, qu'on vous donnait, qu'on vous définissait à l'avance, qu'on vous formulait à l'avance, c'est ça. Exactement. Oui, Alex. Et une dernière question, un petit peu, oui, on va la poser. Est-ce que quand un ordre est donné à un agent de la DGSE qui défend des intérêts politiciens, mais qui pourrait aller contre les intérêts de la France, comment la personne pourrait réagir, ou un militaire de façon générale pourrait réagir? Eh bien, il exécute ou il s'en va. Je vais vous donner un exemple concret. Pour compléter la question de tout à l'heure, toutes nos actions sont clandestines. Donc, c'est très compliqué d'agir dans un pays ami, sous fausse identité, en commettant des actes illicites sans se faire arrêter. Et pour répondre concrètement à votre question, je vous le disais tout à l'heure, dans les années 90, fin des années 90, on a formé des services palestiniens. J'étais absolument pas d'accord avec ça. Je les ai pas formés moi-même. Ils ont été formés par une autre cellule qui était parallèle à la nôtre. J'avais deux solutions. Soit je la ferme et parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les éléments. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, vous retirez du champ et vous laissez d'autres faire, c'est ça? Absolument. Et c'est dangereux d'avoir ce genre de réflexion quand on est dans un service spécialisé comme celui-ci. Bien sûr. Parce que ça nuit à l'efficacité, ça nuit à la sécurité de nos camarades, de nos agents, des camarades agents. Donc on ne peut pas se poser ce genre de questions. On est là, on fait confiance justement, mais c'est après qu'on peut. C'est aussi le but après de mes que vous interventions. prenez conscience. Mais c'est-à-dire, en fait, ce que vous dites, Pierre Martinet, ce qui est très intéressant, un service action, c'est que vous êtes dans la clandestinité. Vous êtes complètement dans la clandestinité. Tout ce que vous faites, non pas est illégal, mais il est au service d'une politique, d'un gouvernement, d'une nation. Mais vous êtes en marge, effectivement, vous êtes totalement en marge de la normalité, disons. Alors, tout ce qu'on fait est clandestin, tout ce qu'on fait est illégal sur le plan juridique, mais c'est autorisé par l'État, donc ça en devient légal, puisqu'on travaille au nom d'un État, pas d'une politique. Forcément, c'est un État qui est politisé, mais on travaille au nom d'un État. Aller couler le bateau de Greenpeace dans le port d'Auckland, il a été ordonné par le politique. Donc les gens qui ont fait cette action, c'était le service action, ça. C'était ça. C'était mes camarades du service action. D'accord. L'opération, le bateau a coulé, l'objectif a été atteint. Malheureusement, il y a eu un décès. Ça fait partie des dommages collatéraux. Mais à aucun moment, les gens qui ont participé à cette action se sont dit non, il ne faut pas faire ça, n'importe quoi. Ben, voilà, on exécute des ordres des politiques. Où on s'en va. On s'en va. Mon action, moi, depuis quelques années, et encore plus depuis la Libye, parce que j'étais au cœur du sujet, dans le domaine privé, hein, j'étais plus dans l'armée là. C'est de dénoncer justement ces dérives et de dénoncer ces actions qui ont des conséquences sur notre futur, alors que les politiques ont une vision à court-termiste. Et c'est ça que je reproche aujourd'hui, c'est d'employer des gens comme nous, hautement spécialisés, hautement patriotiques, à des fins qui ne sont pas à terme, qui sont néfastes pour notre pays à moyen et à long terme. Alors je vais vous dire quand même, moi je voudrais une dernière question, mais c'est vrai que je voulais vous la poser avant, Pierre Martinet. Mais si des gens comme vous, alors soyons clairs et sérieux, ne vont pas en politique. Quand je dis ne vont pas en politique, le but du projet, regardez, vous l'avez dit tout le temps, c'est le politique qui décide. Quand vous êtes service action, DGSE et un peu partout, c'est le politique qui décide. Et dans tous les domaines, soyons clairs, bon, il y a les agents économiques, il y a les gens derrière, bon, pas retomber dans le marionnettisme et tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bon, c'est les gens politiques. Mais si des gens comme vous, de la société civile, militaire d'abord, civile aujourd'hui, ne vont pas en politique, qui va y aller? C'est-à-dire que le problème, il est là, il est posé. Vous savez, c'est très bien, vous faites des analyses, vous dites ça, vous avez l'expérience, vous avez la compétence, etc. Mais si des gens comme vous ne vont pas en politique, qui va y aller, encore une fois? On va se retrouver même point, ça va être le serpent qui se mord la queue.
Et je crois que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que d'abord j'y suis en politique, mais c'est le serpent Oui. qui j'y suis en parallèle chez Reconquête. Mais le serpent qui se Ah mord oui, la vous queue. êtes chez Reconquête. Non, mais c'est. J'apporte mon expertise. J'apporte mon expertise parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin justement de personnes comme moi. Alors je vais vous répondre honnêtement et sincèrement comme d'habitude avec Oui, j'en suis clarté. sûr. Oui. Avec clarté, je pense que la politique, je vais dire quelque chose qui va peut-être surprendre, c'est un métier, un vrai métier. Parfois, il faut savoir faire des concessions Bien sûr, bien sûr. ou des compromissions. Les gens de mon sérail, les gens de mon univers, on est pour justement éviter ça, parce que je pense qu'on va retomber dans les mêmes travers. Tous ceux Moi, je voudrais aujourd'hui qu'il y ait une période. Alors, on n'est pas en guerre, bien sûr. Je voudrais qu'il y ait aujourd'hui une période qui soit un peu comme celle que nous avons connue après la Seconde Guerre mondiale, avec un homme d'État. Un homme d'État, c'est facile, c'est difficile à trouver aujourd'hui, je vous le conçois, parce que les gens qu'on a aujourd'hui n'ont connu que les temps faciles. Oui, Pierre Martinet, je vous signale en passant que l'homme d'État, c'est un homme d'armée, hein, celui qu'on a eu. Un certain général. Hein, il était dans l'armée, hein. C'était pas la société civile. Je connais des généraux qui seraient capables de le faire, mais je pense qu'ils ne veulent pas le faire. Parce que vous savez, on est dans une situation où je reviens à ce que je vous disais initialement. Ouais. Et là, je le vois de plus en plus, le français se plaint tout le temps, mais ne veut pas changer. Ils sont tous pour le changement, mais personne ne veut changer. Donc, cette base-là, il faut la travailler. Pardon. On a besoin d'un changement individuel pour avoir ce changement collectif. Et donc, révolution culturelle qui commence par soi, par soi-même, à l'intérieur. Révolution culturelle, spirituelle, identitaire, tout ce que vous voulez, par soi. Chaque Français est le destin et l'acteur de son destin. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer. Nous sommes tous acteurs de notre destin. Et donc responsables. Et donc responsables de ce qui lui arrive. Absolument responsables de ce qui nous arrive. La situation actuelle, nous sommes responsables aussi de cette situation. Nous, chaque Français. Merci Pierre Martinet. C'est moi qui vous remercie. Et puis on va suivre tout cela. Merci beaucoup. Au revoir.